Bonjour, bonjour à tous. Alors nous avons notre prochaine table ronde. Cette table ronde ici se fera en anglais. Je suis Alexandra Paza, je suis la présidente ici, vice-présidente de la Fondation L'Oréal. Alors ici, notre panel est un panel sur les femmes et les sciences. L'objectif est de promouvoir les femmes scientifiques au niveau international. Alors avec notre fondation L'Oréal, cela fait déjà 20 ans que nous cherchons à promouvoir la participation des femmes ici au monde scientifique pour qu'elles puissent être visibles, pour qu'elles puissent participer, pour qu'elles soient des rôles modèles, car nous pensons ici que le monde a besoin de science et donc que la science a besoin des femmes. Nous savons que la science se développe de manière plus positive lorsque tous les talents sont à sa disposition. Il nous faut aussi les perspectives ici de toutes les parties prenantes de la société pour avoir une science inclusive. Donc c'est ce que nous avons ici développé au sein de la Fondation L'Oréal depuis 20 ans. Nous avons mis à l'honneur des scientifiques, femmes, internationales, et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir 2 de ces scientifiques. Alors sans plus attendre, je vais vous les présenter. Je vais donc commencer avec Madame Najat Saliba. Donc Najat est notre lauréat de 2019 pour les pays arabes et l'Afrique. Vous êtes professeure spécialiste de la chimie analytique et directrice du Centre de conservation de la nature à l'Université américaine de Beyrouth. Vous travaillez sur des projets importants comme la société civile et des réponses centrées sur la société, des projets environnementaux pour développer des solutions ici au changement climatique. Vous êtes aussi ici membre fondatrice de cette académie, membre de l'UNESCO, et vous avez aussi reçu ici un autre prix, le prix Cédar du président du Liban, et vous faites partie d'une des 100 femmes avec le plus d'influence ici dans le monde après la BBC. Ensuite, le docteur Arej Abouhamad. Vous êtes fondatrice et chercheuse principale du premier laboratoire de cristallographie des protéines en Jordanie. En 2018, vous étiez notre talent. Ici, on parle de ces jeunes femmes qui sont sélectionnées donc chaque année en tant que talent. Vous avez étudié les sciences pharmaceutiques en Jordanie et puis vous êtes parti à l'université d'Oxford en pharmacologie et vous avez reçu des bourses de financement pour différents organismes nationaux et internationaux pour travailler sur la cristallographie des protéines. Et vous êtes également membre du premier laboratoire de cristallographie en Jordanie. Vous êtes impliqué dans le transfert des technologies avancées dans la région afin d'améliorer la coopération scientifique. Et évidemment, nous avons aussi avec nous Elias Jouini. Vous avez une carrière très prestigieuse, vous avez travaillé dans la sphère publique, vous avez été ministre en Tunisie, vous êtes scientifique, vous êtes professeur de sciences et d'économie à l'université Paris-Dauphine.
et vous êtes aussi titulaire de la chaire des femmes et sciences de l'UNESCO. Et évidemment, vous avez un parcours intellectuel et scientifique qui est très impressionnant. Et je pense que c'est très important, surtout sur ce thème des femmes et de la science. Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui cette question des femmes et de la science, eh bien ici, nous avons 33% des chercheurs qui sont femmes au niveau international. Ce sont les chiffres de 2018 de l'UNESCO. Il y a 42,6% des chercheurs qui sont des femmes dans le monde arabe, donc plus que la moyenne internationale. Alors en Algérie, donc ça fait partie des pays qui ont le plus évolué, l'Égypte également, ils sont passés de 36% à des pourcentages donc qui continuent à se développer, et d'ailleurs des progrès plus forts que dans d'autres parties du monde. Donc je sais que vous pilotez beaucoup de projets, de recherches. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ? Oui, merci Alexandra. Et je remercie ici les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette table ronde. Comme vous l'avez mentionné, je vais commencer par quelques chiffres. Donc il y a différents pays pour lesquels, ici dans le domaine de la science et de la technologie, eh bien les taux de participation des femmes sont supérieurs à 50%. Et parmi ces pays, 4 sont des pays arabes, l'Algérie, vous avez mentionné, la Tunisie, Oman et la Syrie. Et si on agite le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Émirats, nous avons 9 pays arabes qui sont dans le top 20. Donc ici, si on se focalise vraiment sur cette performance et sur ces scores, eh bien on peut voir que de manière assez surprenante, eh bien on voit très clairement qu'en général, il n'y a pas d'écart entre hommes et femmes dans le domaine des mathématiques. Alors la seule femme qui a ici obtenu la médaille Phillips est d'Iran, qui n'est pas un pays arabe, mais avec ici un pays qui a une culture, ici, une culture assez proche des cultures des pays arabes. Donc ici, c'est très important de réfléchir au pourquoi. Tout d'abord, il y a une certaine valeur ici, économique, qui est associée aux mathématiques. Les filles, eh bien, pour étudier dans le domaine scientifique, eh bien, cela veut dire avoir des perspectives de carrière plus positives. Et aussi, c'est une partie de l'émancipation. Et donc, c'est la façon de pouvoir aussi, ici, surmonter cette idéologie. Et ici, on voit que les hommes aussi développent ce type de carrière. Et donc, par conséquent, dans cet écart, eh bien, c'est ce que nous avons vu dans différentes publications. Donc, c'est pas tellement la différence entre les sexes, c'est l'inégalité sociale. Les pays qui sont en croissance moins importante en sciences, j'aimerais revenir sur un point pour vous, Ariel. De meilleure façon pour faire cela, ou que ceci est votre expérience? Bonjour Alexandra, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui.
je suis tout d'accord avec ce qu'a dit Elias. Beaucoup ont ce souhait-là, en tout cas. Moi-même, je fais partie d'une famille où ma mère a dû quitter l'école quand elle était jeune et elle a vraiment voulu donner à ses filles la meilleure éducation possible. Elle m'a beaucoup inspirée dans le cadre de mon éducation et mon père aussi. Il m'achetait des livres sur la science, la chimie, l'électricité. Et j'étais fascinée par la science et la capacité des personnes à créer telle ou telle chose. Je n'étais pas très sûre quoi étudier. J'aimais beaucoup la biochimie, la physique, les maths et la biologie. Et une amie à moi m'a dit qu'il faudrait peut-être considérer faire des études de pharmacie, en pharmacie. J'ai pensé un petit peu au départ. J'étais pas sûre si j'aimerais faire ce type d'études. Les 2 premières années, j'étais pas très à l'aise avec ça. Jeune, rêve, je pouvais pas payer pour mes études. Et à ma 3e année, j'ai vu mes professeurs à l'université. J'ai donc exploré de nouvelles opportunités pour ma carrière et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être professeur d'université. Après mon expérience, mon parcours n'a pas été facile parce qu'à mon époque, il y avait aucune université en Jordanie qui offrait un doctorat en pharmacie, donc j'ai dû aller à l'étranger. Ce n'a pas été facile. J'avais peur de l'inconnu. Tout le monde avait peur de l'inconnu. J'étais pas soutenue dans ce que je voulais faire. On n'était pas bien les diverses cultures. On était différents. Les choses étaient différentes à l'époque. Et j'ai j'ai les 3 P je suis très passionnée par la passion, la perspective et je voulais vraiment suivre mes études et me concentrer sur le secteur scientifique. Je suis arrivée à faire ma maîtrise, communiquer avec les universités après beaucoup d'années après mon diplôme. J'ai réalisé que si je voulais vraiment réussir, je devais aller à l'étranger pour faire mes études. J'ai demandé à mes parents si je pouvais aller à Oxford, au Royaume-Uni. Et je voulais vraiment aller à l'une de ces universités. J'avais vraiment une passion de réaliser mon rêve. Quand je suis passée par les portes de l'université d'Oxford, le service de pharmacologie, c'était magique pour moi. Il y avait beaucoup de professionnels d'histoire, de culture très riche. Et je ne savais pas si j'allais être accueillie, mais j'ai été très bien accueillie, j'ai été inclus. C'était très libérateur pour moi. Merci beaucoup, Araj.
On vous a pas entendu la dernière phrase, mais en fait, on a une idée quand même de ce que vous avez dit sur votre persévérance. Donc, par rapport aux 3 P, qui est la passion, la patience et la persévérance ou persistance. Je m'excuse, je n'entends pas l'oratrice. Ah, voilà, elle est revenue. Oui, vous avez dû donc attendre pour pouvoir réaliser vos rêves, poursuivre vos études. On s'imagine un petit peu le niveau d'engagement, de persévérance qui a été le vôtre. Najat, est-ce que c'est quelque chose que vous... Oui, merci beaucoup Sandra pour cette opportunité. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, le docteur Harry. Je vais revenir en arrière. Je vais aller en sens inverse. Je vais parler un petit peu de mon enfance, donc depuis le départ. Là aussi, j'ai dû surmonter beaucoup de barrières. Il y a quelques semaines, j'ai été sélectionnée parmi 12 femmes dans le monde pour l'action climatique et pour mon action sur les politiques de genre, après avoir reçu le prix de l'UNESCO pour les femmes dans les sciences. J'ai été choisie parmi 100 femmes célèbres dans le monde. Mes étudiants m'ont nommée comme meilleure professeure. Pour ce qui concerne les modèles, lors du jour de la remise des diplômes, mes étudiants ont dit que le docteur Saliba a toutes les qualités requises pour les chercheurs au niveau national et international, la compassion d'une éducatrice qui donne vie à l'éducation. Elle a ouvert beaucoup de portes pour les étudiants dans le pays et elle considère l'éducation comme un outil pratique pour changer l'écosystème dans notre pays. Le docteur Saliba, sa persévérance, sa détermination a fait que elle allait toujours plus loin, qu'elle n'acceptait pas les barrières et il y a tellement à apprendre de la part de quelqu'un qui repousse toujours les barrières, de l'innovation, de la réforme, qui a un impact sur l'éducation. Les cours du docteur Saliba, ce ne sont pas seulement des cours, mais elle fait vraiment un changement pour le changement. Elle a une responsabilité énorme pour les femmes, pour ce qui est positif. Notre région a vraiment beaucoup besoin de modèles dans le domaine de la science, de la technologie. Dans le cadre de réformes pratiques, dans le cadre de la technologie, beaucoup ont été produites par l'EDB. Les postes de femmes en leadership ont beaucoup augmenté. Et selon cette étude, parmi les 6 secteurs financiers de l'éducation, des soins de santé, des professionnels et d'autres services, le monde a besoin de science et nos régions ont besoin de la science et les sciences ont besoin de femmes. Il y a une pandémie aujourd'hui et on a réalisé que sans la science, on ne peut pas vaincre la crise de la Covid-19. Pour mieux comprendre la transmission de la maladie, qu'elle soit par l'air ou pas, le stockage des vaccins, l'administration des vaccins, il faut justement une recherche scientifique dans des laboratoires. Et dans nos régions, les filles doivent être exposées à la science à un jeune âge. Cet effort doit être continu depuis l'école jusqu'aux carrières professionnelles.
J'ai grandi pendant la guerre civile au Liban. L'éducation n'était pas une priorité, il fallait survivre. Ma famille s'est concentrée sur autre chose et mon diplôme au collège a été accompagné de moments très tristes. Et après avoir terminé mon éducation supérieure aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de difficultés pour établir mon laboratoire de recherche dans un pays qui ne donnait pas la priorité à la science et à la recherche. Il n'y avait aucune ressource disponible, aucun financement. Mais malgré tout, je suis parvenue à avoir une carrière et à être là où j'en suis aujourd'hui. Il faut détruire les cycles de stéréotypes, de corruption, d'ignorance et établir des laboratoires scientifiques dans les écoles de sciences, dans les universités, pour que les femmes puissent travailler dans ce domaine-là, et on est responsable collectivement de réduire, de la réduction des différences entre les genres. Il faut avoir des laboratoires de recherche, respecter les réglementations dans ce niveau-là. Le monde a vraiment besoin de la science. Il faut donc créer un espace pour avoir des sciences qui soient dirigées par les femmes. Merci beaucoup, l'agenda. C'était un vrai plaidoyer pour les femmes et les sciences concernant les mesures qui nous permettront de progresser à ce niveau-là. Ce que je voulais dire, c'est que on a besoin de plus en plus de femmes qui étudient dans le domaine des sciences. Malheureusement, beaucoup de femmes n'iront pas vers les postes les plus élevés parce que si on a une présentation assez basique, quand il s'agit d'une présentation plus poussée, on atteint vraiment beaucoup de barrières, on ne laisse pas les femmes parler. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience, Eliès? Oui, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, les sciences ne sont pas une priorité dans le monde arabe. Quand on est académique, oui, par exemple, on a un bon professeur, on travaille aussi à la maison avec les enfants, en tant que femme de mère. Mais malheureusement, les femmes n'ont pas le soutien qu'elles méritent et ceci génère un cercle vicieux. D'autre part, il y a deux dimensions présentes par rapport à l'idéologie du genre. Les hommes ont la priorité, la suprématie. Les femmes et les hommes sont représentés comme fondamentalement différents et comme les hommes étant supérieurs. Malheureusement, la ségrégation est horizontale. Certains domaines sont pour les hommes et d'autres pour les femmes. Les postes sont pour les hommes. Il devrait y avoir un mélange de ces deux mondes, mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes dans le monde des sciences, mais aucune ségrégation. Oui, en fait, il y a une forte ségrégation verticale, même dans le monde scientifique, malheureusement. Dans les laboratoires, les directeurs, les personnes qui ont des hautes positions sont hommes. Et même s'il y a des femmes, il y a beaucoup encore à faire pour pouvoir avoir un système égal dans le monde scientifique. Ce n'est pas seulement dans le monde arabe, il y a beaucoup d'obstacles dans le domaine de la science de partout dans le monde et dans d'autres pays, au nord de l'Europe même, l'économique, la différence des genres social et économique est prédominante. Il ne s'agit pas seulement de stéréotypes liés au genre et à la discrimination liée au genre. Il s'agit aussi d'une culture dans le domaine de la science qui n'encourage pas toujours les femmes à entrer dans le domaine des sciences.
la question qui se pose maintenant, c'est comment vous voyez l'avenir des femmes dans les sciences, dans le domaine des sciences. Je vais demander à tout le monde de répondre avec une seule minute de participation parce que on va faire la pause déjeuner sans tarder. Donc, comment vous voyez le futur des femmes dans le domaine des sciences? Je suis très optimiste. Il y a un potentiel énorme pour les femmes pour faire des choses différentes, les choses différemment, et ce dont on a besoin, c'est un soutien plus important. Il faut avoir des modèles et j'applaudis vraiment le travail de l'UNESCO au point de vue de la recherche des femmes. C'est bien que les femmes se voient dans ces positions-là, qu'elles remplissent ces rôles. Pour ce qui concerne mon pays, dans mon école, 10 places sont disponibles aux étudiants en doctorat. Je pense qu'il y a un potentiel d'augmenter l'intérêt des femmes. Aussi avoir bien sûr une confiance accrue. D'accord, merci beaucoup, Tarish. Donc, Elias, comment voyez-vous l'avenir? Je suis d'accord avec le docteur Harish, mais je suis très optimiste en fait dans nos pays que les femmes auront un rôle plus important dans l'éducation et en tant que modèle. Ceux qui participent à cette table ronde sont en fait des modèles pour la prochaine génération, la génération du futur. De jeunes femmes et aux filles pour faire en sorte qu'elles puissent donc accomplir leurs talents. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis tout de même assez optimiste. Najat, finissons avec vous. Quelle est votre perception en 1 minute concernant les femmes scientifiques et leur avenir? On a des femmes, des petites filles qui sont très enthousiastes et on les encourage beaucoup à exceller. Il faut avoir un espace pour la recherche et la science. C'était pour ce qu'on a rôle des femmes dans les sciences. Je vous remercie pour votre présentation. Je regrette qu'on n'ait pas plus de temps pour pouvoir vous écouter tous et toutes pour répondre aux questions d'audience, mais on a des documents de recherche qui sont disponibles sur votre de documents sur votre carrière sur l'Université Dauphine, Femmes et Sciences et la Fondation L'Oréal. Donc, on vous remercie beaucoup, Najat, Elias et le docteur Erich. Donc, on a maintenant la pause déjeuner. On commencera à 14h. On est sûr que les orateurs et votre audience seront très heureux de vous voir et de poursuivre ces discussions. Merci beaucoup.